Le peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni. Bonjour et bienvenue dans Le Peuple lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà être écrivain c'est pas facile, être juif au XXe siècle c'est pas folichon non plus, mais alors être écrivain juif au XXe siècle, c'est le creuset sous haute pression de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les chants les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un homme qui a fait de sa vie une aventure, et de ses aventures de la littérature, Joseph Kessel. Né dans une colonie juive de la Pampa argentine en 1898 de parents russes, Kessel a connu une enfance nomade, voyageant entre la Russie, la France et la Suisse. Cette errance précoce a sans doute nourri son insatiable soif d'ailleurs, et son attrait pour les destins hors du commun. Arrivé en France à 10 ans, il étudie au lycée Masséna à Nice, puis à la Sorbonne où il obtient une licence de lettres. Son parcours académique est rapidement interrompu par la Première Guerre mondiale. Engagé dans l'aviation à seulement 17 ans, il combat aux côtés de son ami, le célèbre pilote Jean Mermoz, qui lui inspirera plus tard une touchante biographie. Après la guerre, Kessel entame une double carrière de grand reporter et de romancier, parcourant le monde en quête d'histoire et d'aventure. De la Russie révolutionnaire à l'Abyssinie, des bas-fonds de Paris aux studios d'Hollywood, il témoigne des bouleversements de son époque et donne voix à ceux qui vivent en marge de la société. Il se dira d'ailleurs lui-même témoin parmi les hommes. Son œuvre foisonnante, composée de romans, de nouvelles, de récits de voyage et de reportages, reflète cette existence multiple, d'une énergie folle. Réfugié à Londres en 1940, il rejoint la Résistance et reste célèbre pour avoir écrit « Le chant des partisans ». De retour en France après la guerre, il poursuit son travail de journaliste et d'écrivain, s'engageant notamment pour la cause de l'indépendance d'Israël. Il est élu à l'Académie française en 1962, ce qui ne l'empêchera pas de rester, jusqu'à sa mort en 1979, fidèle à sa passion pour la voiture et le voyage. C'est difficile de résumer Joseph Kessel. Je l'ai découvert au collège en lisant Le Lion, puis Mermoz. Je me vois encore dire à la conseillère d'orientation que je voulais devenir aviatrice. Puis on grandit. On découvre Belle de jour dans les romans, Makhno et sa juive pour les nouvelles, des textes plus sombres qui peignent les marginaux, les déshérités, les révoltés. On a envie de baisser les bras. Et c'est là qu'on découvre que Kessel était un témoin, mais un témoin engagé. On lit les reportages pour France Soir, notamment les chroniques qu'il a intitulées Jugement dernier sur le procès Pétain, les procès de Nuremberg, le procès Eichmann. Et ce sont peut-être ceux-là, ces articles, contraints par la forme journalistique, qui reflètent le mieux tous les thèmes et la singularité de la vie de Kessel. Un procès, ça n'a rien d'épique. Ce sont des lectures de dossiers, des débats sur la cote d'un document, des questions de forme dans une petite salle, au mur nu entre des rangées d'uniformes. Eh bien Kessel, parce qu'il a été de la résistance, parce qu'il a connu l'homme dans les minutes de feu et de sang, arrive à rendre leur grandeur tragique et leur profondeur humaine à ces procès de vieillards. Il a le sens de l'adjectif qui ouvre une brèche dans la trame du trivial, du coup d'œil qui révèle des abîmes. C'est un auteur de l'action, avec des œuvres épiques, comme Mermoz, Les Cavaliers, Le Coup de grâce, mais c'est aussi un auteur de l'observation la plus fine et la plus délicate, avec les jugements derniers, avec les reportages en Israël. Ce sens du tragique, de sa mission d'homme, qu'il exprime par des mots nets, précis et forts, on l'entend à chaque note du chant des partisans, qu'on appelle aussi parfois le chant de la libération.
enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Joseph Kessel aime les mots forts, ceux qui résonnent, et il en fait sentir le poids. Je dois dire que j'aime particulièrement ces titres. Belle de jour ou L'Armée des ombres sont connus, mais des titres comme Pour l'honneur, Nuit de prince, Les temps sauvages, Vent de sable sont aussi très beaux. Ce ne sont pas des titres qui résument, mais qui font longtemps rêver. Pour Kessel, le rêve et l'action ne font qu'un. Il confie « Si j'ai aimé, si j'aime encore aussi fort l'aventure, ce n'est pas tout à fait de ma faute. » Et il précise « Pour être franc, j'ai éprouvé ce délire du tout est permis. Je crois que c'est pour ça aussi bien ces Cosaques, aussi bien ces truands de Berlin, que ceux de Montmartre, des gens perdus, ont eu confiance en moi et m'ont traité en ami, parce que non seulement je ne les jugeais pas, mais ils sentaient en moi une part d'eux-mêmes. » L'aventure n'est pas pour Joseph Kessel une simple quête d'exotisme, mais une manière de se confronter au monde et de témoigner de la condition humaine. Il risque sa vie et il l'aime rageusement. Ou peut-être qu'il aime ses possibilités, qu'il aime surtout de vivre 1000 vies, qu'il aime toutes celles qu'il n'a pas encore vécues. Sur la garde de son épée d'académicien, on trouve une aile qui rappelle l'aviation, une tête de lion, la croix de Lorraine et 3 étoiles. L'étoile polaire pour rappeler la Russie de ses origines, la croix du Sud pour son Argentine natale et l'étoile de David. Il sera élu au fauteuil 27, succédant au duc de la Force, dont il dit « Or, pour remplacer le compagnon dont le nom magnifique a résonné glorieusement pendant un millénaire dans les annales de la France, dont les ancêtres, grands soldats, grands seigneurs, grands dignitaires, amis des princes et des rois, ont fait partie de son histoire d'une manière éclatante, pour le remplacer, qui avez-vous désigné ? Un Russe de naissance et juif de surcroît, un juif d'Europe orientale. Vous savez, messieurs, et bien qu'il ait coûté la vie à des millions de martyrs, vous savez ce que ce titre signifie encore dans certains milieux, et pour trop de gens. Oh, j'entends bien, pour vous la question ne s'est même pas posée, et vous êtes surpris sans doute de me l'entendre mentionner ici. Mais croyez-moi, le fait même de cet étonnement méritait qu'il fût signalé. Croyez-en quelqu'un qui a beaucoup voyagé, beaucoup écouté, et prêté une attention profonde aux voix des hommes qui ont souffert, et souffrent encore, de la discrimination. Des hommes en mal d'équité, de dignité. Pour eux, j'en suis sûr, vous qui formez la plus ancienne et l'une des plus hautes institutions françaises, vous avez marqué, sans même y penser et d'un geste d'autant plus précieux, vous avez marqué, par le contraste singulier de cette succession, que les origines d'un être humain n'ont rien à faire avec le jugement que l'on doit porter sur lui. Donc c'était un extrait de son discours de réception à l'Académie française lorsqu'il succède au duc de la Force. Mais au-delà du juif d'Europe orientale, comme il se décrit lui-même, Kessel est surtout et avant tout un conteur.
Et donc, j'ai voulu le peindre à travers cet extrait des Cavaliers, où il décrit lui-même un autre conteur, Guardy-Gedge, l'aïeul de tous les hommes, qui est une figure de l'écrivain qui a voyagé, qui a vu et qui raconte. Et Guardy-Gedge commença. « Cela est venu avec Tchingis Khan, dit-il. » Et sans le savoir, comme si elle n'avait été qu'une profondeur d'où jaillit l'écho, l'assistant chuchota « Tchingiz, Tchingiz ». Car il n'y avait pas sur toute la terre afghane et même dans ses hameaux les plus perdus et les plus primitifs, il n'y avait pas un homme ou un enfant, et même le plus ignorant et le plus arriéré, qui ne connût le nom terrible et n'éprouva à l'entendre, malgré les siècles écoulés depuis le passage du conquérant, une superstitieuse épouvante. « Tchingiz, Tchingiz » chuchotaient les voyageurs. Le vent du Shibar emportait vers les cimes de l'Hindou-Kush ce murmure. Et Guardy-Gedge pensa « En vérité, les cités splendides dont il ne reste que décombres, les champs nourriciers devenus pour toujours de stériles déserts, et les peuples égorgés jusqu'aux enfants à la mamelle font davantage pour la mémoire d'un chef que les monuments les plus nobles et les plus harmonieux. La gloire n'a pas de gardienne plus sûre que la peur. » Guardy-Gedge éleva son regard jusqu'à un groupe de cantonniers massés au bord de la route. Ils étaient vêtus de haillons bleu pâle et s'appuyaient pour écouter sur les pelles qui leur servaient tout le long du jour à déverser dans les trous de la chaussée un gravier poudreux que les souffles des montagnes emportaient aussitôt. C'étaient des Hazaras, dont les tribus vivaient sur les âpres plateaux et dans les vallées closes de l'Hindou-Kush, du côté où le soleil décline. « Tchingiz, Tchingis Khan » chuchotait l'auditoire de Guardy-Gedge. Les cantonniers, eux, ne disaient rien. « Savent-ils au moins ces misérables, songeait le vieux conteur, que le nom de leur peuple est un mot du langage mongol et qu'il signifie la centaine, et que la centaine était le chiffre primordial suivant lequel le conquérant du monde formait et décomptait ses hordes invincibles. Les descendants guenilleux des cavaliers sans merci, que leur maître avait enracinés dans ces régions pour y commander à jamais, continuaient de présenter à Guardy-Gedge, sur leurs faces plates et jaunes, entaillées par la faute des yeux, la patience infinie de l'hébétude. Guardy-Gedge reprit alors « Les hommes de Mongolie vivaient en selle, mouraient en selle. Quand ils jouaient, ils ne pouvaient le faire qu'à cheval. Et tous les autres jeux, course, tir à l'arc au plein galop, chasse à courroux au faucon, ils préféraient celui qu'ils nommaient le bouskachi. Les guerriers de Tchingiz l'ont porté dans tous les pays que piétinaient leurs étalons et leurs cavales. Jusqu'à ce jour, après 7 fois 100 années, se joue dans nos plaines du Nord, et tel qu'en ce temps lointain, le bouskachi. » Et voilà comment un écrivain arrive à donner envie d'écouter son histoire, de le suivre jusque dans ce jeu mystérieux du bouskachi, jusque dans les plaines du nord de l'Afghanistan, par la force des mots, des histoires et des rencontres. Et c'est justement ce qui porte le mieux et ce qui parle le mieux de Joseph Kessel, ce sont ses lecteurs. Donc j'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui Sophie Leclerc, qui est médecin à l'établissement français du sang. Et c'est vous qui m'avez fait découvrir Les mains du miracle, qui n'a pas encore été cité, au hasard d'une discussion. Est-ce que c'est un livre, Sophie, auquel vous êtes attachée ? Très attachée, parce que c'est un livre qui parle en partie de médecine humaine, avec une approche très humaine, et finalement, c'est l'approche qu'a Joseph Kessel dans toute sa littérature, c'est-à-dire qu'il va décrire des situations qu'il va voir, et immédiatement, on est happé par une écriture à la fois très simple, onirique et romanesque, immédiatement, dans des choses qui sont à la fois très matérielles également, et c'est pour ça que j'adore cet écrivain. Je le décrirai comme je viens de le décrire. Et Ces mains du miracle, c'est un livre peut-être un peu moins connu ou pas, mais qui décrit une approche de la médecine. C'est l'histoire du masseur personnel de Himmler pendant la Seconde Guerre mondiale. Un personnage très controversé qui d'abord a été accusé d'être un collaborateur, et puis après finalement peut-être je le mets je mets cette nuance d'avoir permis de sauver plusieurs personnes par l'influence qu'il a peut-être pu avoir auprès d'Himmler. Et cette approche permet d'avoir
vraiment de mêler cette médecine à l'histoire avec cette approche romanesque qui, moi, m'envoûte totalement Mais chez c'est Kessel. peut-être ce qu'on retrouve le plus, ce qu'il y a de plus cohérent entre des livres tellement différents de Joseph Kessel, c'est de réussir à mêler la petite et la grande histoire, mais de le mêler à la manière Kessel, c'est-à-dire de donner toute leur grandeur historique à des personnages de l'ombre, oubliés. D'ailleurs, c'est un de ses titres, L'Armée des Ombres. Et je pense que c'est à prendre au sens plus large que simplement la résistance. L'Armée des Ombres, pour Kessel, c'est tous ces hommes et ces femmes, mais qui sont oubliés, qui sont à la marge et auxquels il redonne leur grandeur, comme le masseur personnel de Himmler dans Les Mains du Miracle. Tout à fait. Et il décrit la petite histoire qu'il ramène à la grande histoire. Et il la rend, je dirais, accessible à tous, parce que son écriture, finalement, elle est simple et efficace. C'est aussi ce que j'ai trouvé dans ses reportages, notamment ceux sur les procès, donc les procès de vieillards, les procès de Pétain, les procès de Nuremberg, le procès Eichmann un peu plus tard, qu'il a décrit pour France Soir, et auquel il arrive à donner le rythme d'un roman, dans lequel il va saisir le peu qu'il y a à saisir dans un procès, parce qu'un procès, c'est pas joyeux, il se passe pas grand-chose, c'est des salles très sobres, il n'y a pas beaucoup d'action dans un procès, mais il arrive à saisir les regards, les gestes, les très légers changements d'intonation dans la voix qui vont rendre romanesque et qui vont redonner à ces procès assez triviaux leur importance historique et leur importance même philosophique dans la manière de voir l'histoire, de considérer la responsabilité individuelle. Et en ce sens-là, je pense qu'on peut lire Kessel à la fois comme témoin historique et comme écrivain. Donc ça avait du sens de succéder au duc de la Force, qui était un historien. Mais en même temps, il y a aussi des livres où on a l'impression qu'il ne parle pas tellement des autres, qu'il parle beaucoup de lui-même. Par quoi est-ce que vous avez découvert Kessel ? Un peu comme tout le monde, je dirais, par Le Lion. C'est un des premiers livres qu'on nous présente quand on est adolescent, je dirais. Et c'est comme ça qu'on rentre, que moi je suis rentrée dans Kessel, dans cette approche de voyage qui fait un peu à la fois rêver quand on est une adolescente, qu'on voit cet univers africain, lointain, et qui est décrit encore une fois d'une manière ultra romanesque. Là, c'est un vrai roman, hein, mais il arrive à nous embarquer avec lui. Et c'est ce qui donne envie, finalement, d'en savoir beaucoup plus. Et en lisant, du coup, ce premier roman, on a envie d'aller plus loin et d'aller voir qu'est-ce qu'il a encore à nous raconter. Et on voit qu'il y a une immense œuvre derrière et un très, très grand journaliste. Parce que, justement, finalement, sa plus grande œuvre, je dirais, pour moi, c'est son œuvre journalistique qu'il a réussi à rendre ultra intéressante et qui finalement, on lit ces articles aujourd'hui, presque, je dirais, une centaine d'années plus tard pour certains, puisqu'il a commencé très tôt à écrire. Et on a l'impression que c'est à la fois ultra contemporain encore et on se laisse embarquer par ce romanesque qui donne envie de rêver, de plonger dans ces livres sans rêver, mais qui permettent finalement d'avoir ce retour journalistique passionnant. Oui, parce que c'est un homme, le meilleur du journalisme, parce que c'était un homme, on le sent, profondément humain, et comme vous l'avez dit, Laura, qui observe, qui écoute, qui absorbe, qui prend, qui apprend, et qui peut du coup restituer avec une immense générosité. Et c'est un témoignage magnifique qu'il nous laisse. Oui, c'est aussi ce qui est le plus étonnant peut-être dans Le Lion, c'est d'avoir choisi un personnage, Patricia, qui est une jeune fille
Et il me semble qu'elle a 12 ans, 14 ans. Une dizaine d'années. Une jeune adolescente, c'est déjà pas courant. Et puis ensuite, pour Joseph Kessel, qui à l'époque où il écrit Le Lion est déjà académicien, est rentré dans la peau d'une jeune fille au Kenya où ça a dû demander une empathie, une générosité intellectuelle peu commune. Et c'est aussi ce dont témoigne, alors bien sûr, à la radio, vous ne le voyez pas, mais dont témoigne la table devant nous, puisqu'on a devant nous les reportages en Israël, qui se passent en Israël, les cavaliers, qui se passent en Afghanistan. On a ici les jugements derniers, qui sont des reportages qui ont été écrits à Nuremberg et à Paris. On a parlé du Lion, qui se passe au Kenya. C'est une incroyable diversité. C'est à se demander ce que Kessel n'a pas écrit. Exactement. Je pense qu'en lisant son œuvre, finalement, on apprend énormément sur ce XXe siècle. Et je pense qu'on est un témoin qui ressent ce XXe siècle. Si on lit l'œuvre de Kessel, parce qu'il n'oublie personne, il a eu une vie lui-même personnelle qui peut paraître un peu tragique par certains côtés, qui peut paraître magnifique par d'autres côtés. Et dans ces témoignages, je trouve qu'il n'oublie personne. Il ne reste pas coincé dans quelque chose où il écrit toujours sur les mêmes sujets. Non, il est hyper ouvert et il est curieux de beaucoup de cultures. Et ça, avoir traversé le XXe siècle de cette manière-là, je trouve que c'est extraordinaire. Et moi, personnellement, j'aurais adoré rencontrer en vrai Joseph Kessel, parce que je me dis, waouh, ça, c'est des personnages, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Alors, à la fois, j'aime pas dire ça, parce que c'est assez péjoratif, et je me dis, finalement, ces personnages-là, il y en a encore aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas encore le recul pour les voir. On les verra un petit peu plus tard. Oui, c'est vrai qu'il a pas subi l'histoire, pourtant il a traversé 2 guerres mondiales, mais il est allé chercher. C'est un mot qui revient souvent. De toute façon, il y a beaucoup de verbes d'action aussi dans Joseph Kessel. Il va chercher l'aventure, chercher les hommes, chercher des histoires. Et il n'est absolument pas timide là-dessus. Même dans son discours de réception à l'Académie française, il dit « Je vais chercher les histoires, aller les trouver dans toute la planète. » Il a été en Afrique, au Moyen-Orient. Il a énormément voyagé, il n'a pas subi, il a choisi, il l'a fait, son XXe siècle. Mais si vous le rencontriez, par la magie de la radio, on va imaginer qu'il puisse revenir, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Je lui demanderais qu'est-ce qui est à l'origine de cette curiosité empathique et comment il arrive à avoir cette curiosité et cette empathie à la fois permanente qu'il ne quitte pas finalement depuis qu'il a 16 ans jusqu'à sa mort. Comment on garde cette énergie pour avoir cette curiosité empathique ? Quelle était la question à l'origine de toutes ces réponses que sont ses œuvres ? Eh bien, pour une fois, je ne vais pas vous demander si vous deviez recommander qu'un seul livre de Joseph Kessel à quelqu'un qui aimerait le découvrir, qui aimerait mieux le connaître, puisque justement, on vient de dire que son intérêt, c'est aussi sa curiosité, la diversité des œuvres, ce qui ne facilite pas la tâche de la conclusion lorsqu'il s'agit de résumer. Je crois que c'est une œuvre qui se résume mal et dans laquelle on peut entrer par beaucoup de portes différentes, par Le Lion et les romans de fiction, par des romans-reportages qui ont cette force de la réalité. On a cité Belle de jour, par exemple, on citait Les Cavaliers, et puis par les reportages et le travail journalistique, puisque c'est les deux faces de cet étrange et intéressant binôme qui représente si bien le XXe siècle entre journaliste et romancier. Eh bien, c'était Sophie Leclerc pour nous parler de son expérience de lectrice sur Joseph Kessel, que nous vous invitons à lire. Il ne sera pas très difficile à trouver. Il est une œuvre tellement
prolifique qui s'étend sur les 5 continents. Eh bien, très bonne lecture de Joseph Kessel et au plaisir de pouvoir en rediscuter. Et je rajouterai bon voyage. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?